Mon mari a divorcé de moi parce que je ne lui donnais pas d'enfant et m'a hurlé de sortir. Ma belle-mère a souri d'un air narquois et a dit que je ne méritais pas cette maison. J'ai fait mes valises et je suis parti sans un mot. Des années plus tard, sa seconde femme. Mon mari se tenait sur le seuil de la maison que nous avions construite ensemble et m'a dit de sortir et de ne jamais revenir parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Je me souviens du son exact de sa voix se brisant sur le dernier mot, non pas de chagrin mais de dégoût. Derrière lui, sa mère se tenait les bras croisés et elle a souri. Elle a vraiment souri et a dit qu'une femme qui ne pouvait pas porter d'enfant ne méritait pas de garder cette maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai ramassé les 2 sacs que j'avais déjà fait la veille parce que, d'une manière ou d'une autre, je savais déjà que ce jour allait arriver et je suis parti sans dire un seul mot. Ce qu'aucun d'eux ne savait, se tenant là 6 sur 2, c'est que l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Je m'appelle Clémentine Rohr et pendant 4 ans, j'ai aimé un homme qui m'a fait croire que mon corps était la seule chose qui se dressait entre nous et le bonheur. Je veux vous raconter ce qui s'est passé avant cette nuit et tout ce qui s'est passé après, parce que je pense que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre que la fin n'est pas toujours ce qu'elle semble être au début. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant d'aller plus loin. Je n'étais pas une femme qui abandonnait facilement. Je n'étais pas une femme qui acceptait le blâme sans discuter dans toutes les autres facettes de ma vie. Mais l'amour a une étrange façon de vous faire sentir plus petite que vous ne l'êtes. Surtout quand la personne qui vous blâme est quelqu'un en qui vous aviez autrefois une confiance totale. Et surtout quand une famille entière se tient derrière lui, hochant la tête en signe d'approbation. J'ai grandi dans une maison modeste à 2 villes de là, l'aînée de 2 filles, élevée par des parents qui croyaient qu'il fallait être là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive. Ma mère travaillait comme administratrice d'école, et mon père réparait de petits moteurs dans un garage derrière notre maison. Nous n'étions pas riches, mais nous étions stables. Et la stabilité, j'allais l'apprendre plus tard, vaut plus que le charme. J'ai rencontré Asher Kingsley au dîner de fiançailles d'un ami quand j'avais 26 ans. Il avait ce charme facile, le genre qui rendait une pièce plus chaleureuse simplement par sa présence. Il a complimenté mon rire avant même de me demander mon nom. Il travaillait pour l'entreprise de logistique de sa famille, une affaire que son grand-père avait lancée des décennies plus tôt, et il en parlait avec une sorte de fierté que j'ai prise à l'époque pour de l'ambition plutôt que pour un droit acquis. Notre relation a évolué rapidement. Il se présentait à mon appartement avec des plats à emporter du restaurant que j'avais mentionné aimer des semaines auparavant. De petits détails qu'il semblait mémoriser sans effort. En y repensant, je me demande maintenant si cette attention me concernait vraiment, ou si c'était simplement une compétence qu'il avait apprise, une façon de faire en sorte que les gens se sentent élus pour qu'ils arrêtent de poser des questions. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage sur une jetée au coucher du soleil, et quelque chose en moi s'est apaisé, certaine pour la première fois que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Sa mère, Constance Kingsley, était là aussi, se tenant à quelques pas en arrière, observant avec une expression que j'ai prise pour des larmes de joie. Je comprends maintenant que c'était quelque chose de plus proche du calcul. Elle avait déjà décidé, je pense, exactement le genre de belle-fille qu'elle voulait, et pendant un temps, je correspondais assez bien à ce moule. Le mariage était petit mais magnifique, célébré dans un jardin derrière la propriété de sa famille, des guirlandes lumineuses suspendues entre de vieux chênes, et mon père pleurant discrètement pendant les vœux d'une manière qui l'embarrassait plus que moi. Constance m'a fait visiter la maison ce jour-là, désignant les pièces comme si elle me remettait un cadeau. Elle a dit que ce serait ma maison. Notre maison, s'est-elle corrigée. Mais même alors, quelque chose dans son ton donnait au mot nôtre l'impression d'un prêt qu'elle s'attendait à voir remboursé avec intérêt et selon ses propres conditions. Je n'ai pas remarqué ces petits avertissements à l'époque. J'étais trop occupé à être heureuse, trop occupé à croire que la famille dans laquelle je m'étais marié finirait par me sembler aussi mienne que la mienne. La première année de mariage a été bonne, vraiment bonne. Asher travaillait de longues heures dans l'entreprise de logistique de sa famille, et je travaillais comme coordinatrice marketing pour une petite agence de design en ville. Nous rentrions à la maison la plupart des soirs à moins d'1 heure d'intervalle, cuisinions ensemble le plus souvent, et tombions dans le genre de routine facile qui fait qu'une maison commence à ressembler à une vie. Nous parlions d'enfants comme le font les jeunes couples, avec des phrases douces et pleines d'espoir pendant le dîner. Il disait que nous en voulions 2. Peut-être 3 si nous avions de la chance. Quelque chose en moi s'adoucissait chaque fois qu'il le disait parce que je le voulais aussi. Je voulais une maison pleine de bruit et de petites chaussures près de la porte. Des fêtes d'anniversaire dans le jardin.
de minuscules empreintes de mains sur les fenêtres que Constance gardait si impeccables. Dès la 2e année, comme rien ne s'était passé, nous avons commencé à faire plus attention, à suivre les cycles, à lire des articles tard le soir que nous faisions semblant de ne pas lire. Aucun de nous n'avait encore prononcé le mot inquiet à voix haute, mais je pouvais le sentir assis entre nous au dîner, un invité non désiré qui ne partait jamais. Dès la 3e année, nous étions assis dans des salles d'attente stériles aux murs de couleur pastel, remplissant des formulaires qui posaient des questions auxquelles je n'aurais jamais pensé devoir répondre sur mon propre corps. Il y avait un froid particulier dans ces pièces, le bourdonnement silencieux de la climatisation, la façon dont HR s'asseyait à côté de moi, faisant défiler son téléphone au lieu de me tenir la main. Le médecin a fait test après test, des bilans hormonaux, des scanners, des procédures qui me laissaient endolori et épuisé pendant des jours. Chaque résultat revenait identique. Elle me disait doucement, plus d'une fois, lors de plus d'un rendez-vous, qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi, Madame Kingsley. Que parfois, ces choses prenaient simplement du temps. Que parfois, il n'y avait pas de réponse claire du tout, et que cette incertitude était l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse être amenée à porter. Mais HR ne voulait pas entendre le mot temps. Il voulait une raison, et la façon dont il me regardait après chaque rendez-vous montrait clairement qu'il avait déjà décidé que la raison était. Il n'a jamais demandé à être testé lui-même. Quand j'ai abordé le sujet, doucement, prudemment, en choisissant mes mots comme on approcherait un animal effarouché, il a balayé l'idée d'un geste de la main comme si j'avais suggéré quelque chose d'absurde. Il a dit, la mâchoire serrée, les yeux déjà ailleurs, qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez lui. Regarde ma famille. Mon frère a 3 enfants. Ce n'est pas génétique. Il y a eu un rendez-vous particulièrement difficile où je suis restée assise dans la voiture par la suite, fixant le tableau de bord, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à nous au lieu de toi. Ce n'est jamais venu. Quelque part en cours de route, sans que l'un de nous ne le décide à voix haute, le fardeau s'était tranquillement déplacé entièrement sur mes épaules, et il l'a laissé là. Constance a fait connaître son opinion de manière plus subtile au début. Un commentaire sur la rapidité avec laquelle les belles-filles de ses amis étaient tombées enceintes, lâché nonchalamment dans la conversation comme une pierre dans l'eau calme. Un soupir lorsque quelqu'un lors d'une réunion de famille demandait s'il y avait des nouvelles, un soupir clairement destiné à ce que je l'entende. Elle me tapotait la main et disait d'une voix dégoulinante de fausse sympathie que certaines femmes n'étaient tout simplement pas faites pour ça, ma chère, et que je ne devais pas être trop dur avec moi-même. Tout cela pendant que ses yeux portaient un jugement que sa bouche n'a jamais tout à fait exprimé. Lors des dîners du dimanche, elle a commencé à placer de jeunes cousins et leurs bébés directement en face de moi, observant mon visage pendant tout le repas comme si elle cherchait des failles. J'ai appris à garder une expression agréable quoi qu'il arrive, parce que lui donner la réaction qu'elle voulait, c'était comme lui offrir une petite victoire que je refusais de lui accorder. J'ai commencé à redouter les fêtes. J'ai commencé à redouter la question qui revenait toujours, enrobée de politesse, mais acérée en dessous. Des nouvelles ? Des nouvelles ? Des nouvelles ? J'ai souri à travers tout cela parce que je croyais encore bêtement que si j'étais assez patiente, assez gentille, assez bonne, les choses s'arrangeraient. Je ne comprenais pas encore que certaines personnes ne veulent pas que les choses s'arrangent. Certaines personnes veulent quelqu'un à blâmer parce qu'il est tellement plus facile de vivre avec un méchant qu'avec une question sans réponse. Les railleries d'Acher sont devenues plus silencieuses mais plus cruelles au fil des années. Il a cessé de me toucher la main au dîner. Il a cessé de demander comment se passaient les rendez-vous parce qu'il avait déjà décidé du résultat avant même que le médecin ne parle. Une fois, après une série de tests particulièrement difficiles qui m'avaient laissé épuisé et vide, je lui ai demandé de juste me serrer dans ses bras 1 minute et il m'a regardé avec un mélange de pitié et d'irritation et a dit à quoi bon te serrer dans mes bras, que ça n'allait rien arranger. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond, me demandant à quel moment exact l'homme qui avait autrefois mémorisé ma commande de plat à emporter préférée s'était transformé en quelqu'un qui ne pouvait pas m'offrir une seule minute de réconfort. Il y avait des nuits où je pleurais silencieusement dans la salle de bain avec le robinet ouvert pour qu'ils n'entendent pas. Il y avait des matins où je forçais un sourire au petit déjeuner parce que l'alternative, une autre dispute sur la faute de qui c'était, semblait insupportable avant même d'avoir bu mon café. J'ai commencé à me faire toute petite, de manière subtile, riant moins, parlant moins, prenant moins de place dans une maison qui était censée être la mienne parce que la paix, même une paix fausse et temporaire, semblait plus facile que la confrontation. Je me suis enfoui dans le travail pendant ces années, en partie parce que c'était le seul endroit où je me sentais encore capable,
où je me sentais encore moi-même au lieu d'un diagnostic en attente de confirmation. Au bureau, personne ne me regardait comme si j'étais brisé. Personne ne posait de questions pointues déguisées en sollicitude. Mon manager a remarqué mon dévouement et a commencé à me confier de plus gros comptes, plus de responsabilités, des campagnes qui exigeaient une véritable réflexion créative au lieu de simplement gérer les crises. C'est devenu la seule partie de ma vie qui avait encore un sens. Le seul endroit où ma valeur était mesurée par autre chose que la capacité de mon corps à faire ce que tout le monde autour de moi attendait de lui. Dès la 4e année, le silence entre Asher et moi était devenu son propre langage. Nous parlions de logistique, à qui le tour de prendre le dîner, à quel événement familial nous assistions ce week-end, si la voiture avait besoin d'une révision avant les vacances. Nous avons complètement cessé de parler de l'avenir parce que l'avenir était devenu un sujet trop douloureux à aborder, une pièce verrouillée qu'aucun de nous ne voulait ouvrir. J'ai découvert les papiers du divorce 3 jours avant qu'il ne prononce réellement les mots. Je les ai trouvés dans son bureau en cherchant un chargeur de rechange, déjà rédigé, déjà daté, ne manquant que ma signature. Mes mains sont devenues froides en les tenant, et je suis resté assise sur le bord du lit pendant un long moment après, ne pleurant pas, juste fixant le langage juridique soigné qui réduisait 4 ans de ma vie à quelques paragraphes sur la division des biens. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet tout de suite. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de l'entendre le dire à voix haute avant de pouvoir croire que c'était réel. Peut-être que j'avais besoin de ces 3 jours pour me préparer tranquillement, pour commencer à rassembler mes affaires les plus essentielles dans 2 sacs au fond de mon placard, pliés proprement, prêtes, juste au cas où le moment que je redoutais finirait par arriver. Cette dernière nuit, j'avais déjà fait ces 2 sacs. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je me préparais pour rien. Mais une petite voix calme et constante en moi savait mieux. Je me tenais dans la cuisine plus tôt ce soir-là, regardant autour de moi la vie que j'avais construite là, le jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre que j'avais plantée moi-même. Les tasses dépareillées qu'Asher et moi avions collectionnées lors de voyages ensemble notre première année, et j'ai ressenti une douleur si profonde qu'elle était presque physique, pleurant quelque chose qui n'était pas encore techniquement terminé. Quand il est rentré ce soir-là, son visage était déjà figé dans l'expression dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Froid, résolu, presque soulagé, comme un homme déposant enfin un poids qu'il avait porté trop longtemps. Il a dit, sa voix montant à chaque mot, que je ne pouvais pas lui donner d'enfant. 4 ans, Clémentine. 4 ans que j'ai perdu à attendre que tu te répares, et tu ne l'as jamais fait. J'ai besoin d'une vraie famille. Je mérite une vraie famille. Je suis resté là et j'ai laissé les mots me frapper parce qu'il ne me restait plus rien pour me défendre. Et puis Constance est apparue dans l'embrasure de la porte derrière lui, les bras croisés, affichant une expression de satisfaction pure et imperturbable. Elle a dit, comme si elle avait répété la réplique pendant des années, attendant le bon moment pour l'utiliser, qu'une femme qui ne peut pas porter d'enfant ne mérite pas sa maison. Je n'ai pas pleuré devant eux. J'ai pris mes sacs, je suis passé devant eux deux et j'ai fermé la porte derrière moi si doucement que le déclic de la serrure a été le son le plus fort de la pièce. L'air nocturne à l'extérieur semblait étrangement doux sur mon visage, presque moqueur, comme si le monde n'avait aucune idée qu'il était censé se sentir plus lourd que cela. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant exactement 4 minutes avant de m'autoriser à m'effondrer, agrippant le volant, laissant échapper un son que je n'ai pas reconnu comme ma propre voix. Puis j'ai essuyé mon visage, j'ai pris une longue inspiration et j'ai conduit vers le seul endroit qui me restait, la maison de mes parents, à 40 minutes de là. Chaque borne kilométrique le long de cette autoroute sombre ressemblant à de petites funérailles privées pour la vie que je venais de laisser derrière moi. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne frappe parce qu'apparemment mon visage disait tout ce que ma voix ne pouvait pas. Elle m'a entouré de ses bras et m'a simplement serré, ne posant pas encore de questions, me laissant juste trembler contre son épaule dans l'embrasure de la porte pendant que mon père planait silencieusement derrière elle, ne disant pas un mot. Mais prenant mes sacs de mes mains comme si c'était la seule chose qu'il savait faire pour aider. C'est ma jeune sœur, Deline, qui est devenue mon ancre dans les semaines qui ont suivi. Elle s'est présentée chez mes parents le lendemain matin avec du café, une couverture et absolument aucune patience pour mes tentatives de minimiser ce qui s'était passé. Elle m'a dit le 3e jour, alors que j'essayais d'insister sur le fait que je gérais tout bien, d'arrêter de dire que j'allais bien. Tu as le droit de ne pas aller bien, Clem. Tu as le droit d'être furieuse. Elle l'a dit si fermement que quelque chose en moi a finalement craqué. Et je me suis laissé pleurer comme je ne m'étais pas autorisé à le faire devant Asher ou Constance depuis des années.
Deline est restée avec moi les nuits où je ne pouvais pas dormir. Quand le silence de ma chambre d'enfant semblait plus lourd que n'importe quel silence que j'avais connu dans mon mariage. Certaines nuits, nous restions juste assises par terre avec du thé refroidissant à côté de nous, sans parler du tout. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence semblait différent, plus doux, plus sûr. Elle ne m'a jamais dit que tout irait bien d'une manière vague et dédaigneuse. Au lieu de cela, elle disait des choses comme « Nous allons te faire traverser ça, un jour terrible à la fois ». Et d'une manière ou d'une autre, cette honnêteté a plus aidé que n'importe quel réconfort n'aurait pu le faire. C'est elle qui s'est assise à côté de moi la première fois que j'ai appelé un avocat pour comprendre mes droits concernant le règlement du divorce, me tenant la main sous la table pendant que je répondais aux questions d'une voix qui ne ressemblait pas à la mienne. C'est elle qui m'a rappelé doucement mais fermement que partir de cette maison avec rien d'autre que 2 sacs ne signifiait pas que j'avais tout perdu. Cela signifiait, disait-elle, que j'avais enfin cessé de me perdre, un petit compromis à la fois. C'est Deline qui a suggéré la première que je crée mon propre studio de design au lieu de retourner travailler pour quelqu'un d'autre. Elle m'a rappelé un soir, assise en tailleur sur mon lit d'enfant avec son ordinateur portable ouvert, cherchant déjà des modèles de plans d'affaires, que j'étais la raison pour laquelle la moitié des plus gros clients de notre ancienne agence étaient restés fidèles. Tu as construit des relations. Tu as construit des campagnes à partir de rien. Pourquoi fais-tu encore ça pour le nom de quelqu'un d'autre sur la porte? J'ai résisté à l'idée au début, car commencer quelque chose de nouveau semblait impossible alors que je pouvais à peine passer une journée entière sans penser à la vie que j'avais perdue. Certains matins, sortir du lit était la plus grande réussite que je pouvais gérer. Mais lentement, tranquillement, j'ai laissé l'idée prendre racine. D'abord comme une distraction, puis comme une petite lueur de but, et finalement comme quelque chose que je croyais réellement pouvoir faire. J'ai commencé à prendre de petits projets en freelance, travaillant depuis la table de la salle à manger de mes parents avec un ordinateur portable d'occasion et une pile de carnets. Une boulangerie locale avait besoin d'une nouvelle image de marque. Une boutique avait besoin d'une nouvelle identité visuelle. Une organisation communautaire à but non lucratif avait besoin d'une refonte de logo qu'elle pouvait à peine se permettre. Et je l'ai fait quand même parce que reconstruire ma propre confiance importait plus que la facture. Le bouche à oreille s'est répandu plus vite que prévu parce qu'il s'avère que les gens remarquent le travail qui vient de quelqu'un qui y met tout ce qui lui reste. En un an, je m'étais constitué une petite mais solide base de clients, assez pour emménager dans mon propre appartement, un modeste 2 pièces qui me semblait plus mien que n'importe quelle pièce de la maison d'Acher ne l'avait jamais été. En 2 ans, j'avais loué mon propre espace de studio en ville, une petite pièce lumineuse avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer plus de lumière que n'importe quelle pièce de la maison que j'appelais autrefois chez moi. J'ai embauché mon premier employé, un jeune designer brillant fraîchement sorti de l'université qui me rappelait moi-même avant que 4 ans de doute ne m'aient usé. Puis ma deuxième embauche est arrivée quelques mois plus tard. J'ai cessé de me présenter comme l'ex-femme de quelqu'un et j'ai commencé à me présenter simplement comme Clémentine Rohr, fondatrice. Il y avait quelque chose de tranquillement puissant à voir mon nom apparaître sur les factures et les contrats, à signer mes propres baux, à prendre mes propres décisions, à ne répondre de la déception de personne d'autre que de mes propres normes. Les nuits tardives au studio ne ressemblaient plus à une évasion comme autrefois. Elles ressemblaient à une appropriation. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit à Cher ou à Constance. Je construisais simplement, pour la première fois depuis des années, quelque chose qui était entièrement à moi, brique par brique, client par client, selon mes propres conditions. J'ai entendu parler du deuxième mariage d'Acher par des amis communs environ 1 an et demi après la finalisation du divorce. Elle s'appelait Théodora Lagne, une femme d'une famille riche que Constance avait apparemment présentée à Acher pendant des mois, discrètement, prudemment, avant même que notre mariage ne soit officiellement terminé. Cela expliquait tant de choses rétrospectivement sur la rapidité avec laquelle tout s'était effondré une fois que l'idée d'un remplacement était déjà en attente. J'ai ressenti un étrange engourdissement en apprenant la nouvelle. Pas un chagrin d'amour, juste une reconnaissance lointaine que cela avait probablement été le plan depuis le début, que peut-être je n'avais jamais vraiment été le problème, mais plutôt un obstacle se dressant entre Constance et la belle-fille qu'elle avait voulu depuis le début. Quelqu'un avec le bon nom de famille, les bonnes relations, le bon pédigré pour satisfaire l'image qu'elle protégeait. Je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais besoin de ressentir ce jour-là, assise dans ma voiture devant le studio pendant quelques minutes tranquille avant d'entrer. Et puis je suis retourné au travail le lendemain matin et j'ai continué à construire ma vie parce que ses choix et l'approbation de sa mère n'étaient plus à ma charge. 2 ans ont passé.
Mon studio est devenu quelque chose dont j'étais vraiment fier, s'agrandissant dans un deuxième espace de bureau plus grand, prenant des clients des villes voisines, refusant même des projets lorsqu'ils ne correspondaient pas au type de travail pour lequel je voulais être connu. J'ai commencé à mentorer de jeunes femmes entrant dans l'industrie du design, quelque chose que de l'indie que je fais en partie parce que personne ne m'a mentoré pendant les années les plus difficiles de ma vie. Et je voulais que les années les plus difficiles de quelqu'un d'autre soient un peu moins solitaires. C'est par un client commun que j'ai rencontré Griffin Callaway pour la première fois. Il possédait un petit cabinet d'architecture qui s'est associé à mon studio sur un projet de rénovation pour un centre d'art communautaire en ville. Un projet qui nous tenait à cœur bien plus que le budget ne le justifiait. Il avait cette manière calme et constante, à l'opposé du charme qui m'avait autrefois séduite à 26 ans. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il posait des questions sur mon travail qui montraient qu'il avait vraiment prêté attention, pas seulement attendu son tour pour parler, se souvenant de petits détails de conversation des semaines précédentes comme certaines personnes se souviennent de dates importantes. J'ai remarqué très tôt comment il traitait le personnel plus jeune du projet, patiemment, respectueusement, n'élevant jamais la voix même lorsque les délais devenaient tendus. Je me suis surprise à le regarder un peu trop attentivement lors de nos réunions de planification, me disant que c'était simplement de la curiosité professionnelle, bien qu'une partie de moi soupçonnait déjà le contraire. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois avant que l'un de nous n'admette qu'il y avait plus qu'un respect professionnel entre nous. Quand il m'a finalement invité à dîner, en dehors de tout délai de projet, trébuchant légèrement sur l'invitation d'une manière qui semblait attachante plutôt que répétée, je me souviens m'être sentie nerveuse d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Pas le genre de nervosité anxieuse, mais le genre plein d'espoir, le genre que je pensais avoir perdu la capacité de ressentir. Je n'ai pas tout raconté à Griffin tout de suite. Il a fallu du temps avant que je lui fasse assez confiance pour lui expliquer les années de rendez-vous, les railleries, la façon dont j'avais cru que ma valeur était liée à quelque chose que mon corps pouvait ou ne pouvait pas faire. Je me souviens d'être assise en face de lui un soir, les mains enroulées autour d'une tasse de thé que je n'ai jamais bu, rassemblant le courage de tout dire à voix haute pour la première fois à quelqu'un qui n'était ni Deline ni ma mère. Il a écouté sans sourciller, sans offrir de réconfort vide, sans jamais essayer de me réparer ou d'expliquer ce que j'avais vécu. Il m'a simplement laissé parler sans interruption jusqu'à ce que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Quand j'ai finalement terminé, il a tendu la main sur la table, a pris la mienne et a dit que rien de tout cela n'avait jamais été vrai à mon sujet, Clémentine, et qu'il espérait que je le savais maintenant. Et pour la première fois depuis des années, en entendant ces mots de quelqu'un en qui j'avais confiance, je me suis réellement permis de les croire. À peu près à la même époque, des nouvelles m'ont de nouveau atteint par les canaux discrets que les petites villes et les anciens groupes d'amis semblent toujours maintenir, que Théodora avait quitté Asher. L'histoire, telle que je l'ai finalement entendue, était presque impossible à croire, le genre de détail qui semblait trop parfait pour être vrai. Et pourtant, ça l'était. Après 2 ans de mariage sans grossesse, Théodora avait insisté pour qu'ils subissent tous les deux des évaluations médicales complètes ensemble, refusant d'accepter le même blâme unilatéral qu'Asher m'avait imposé pendant 4 ans. Contrairement à moi, elle en avait apparemment fait une condition dès le début, lui disant clairement qu'elle ne passerait pas des années à être blâmée en silence comme l'avait été sa première femme, pas sans preuve. Les évaluations ont montré que le problème de fertilité venait d'Asher depuis le début. Rien n'empêchait Théodora de concevoir. La complication, il s'est avéré, n'avait jamais concerné les femmes qu'il avait épousées. J'imagine cette salle de rendez-vous, le même genre de mur pastel, le même langage clinique prudent, seulement cette fois, le diagnostic pointait vers un endroit qu'Asher n'avait jamais envisagé de regarder. Je ne prétendrai pas n'avoir rien ressenti en entendant cela. Pendant un long moment, je suis resté avec une vieille douleur familière, pensant à 4 années passées à croire que j'avais échoué à quelque chose que je n'avais jamais eu à échouer. À des années de fêtes passées à me recroqueviller sous les commentaires pointus de Constance, à des années de rendez-vous que j'ai endurés seul pendant qu'il était assis à côté de moi, déjà convaincu d'une réponse qui n'a jamais été vraie. Mais le sentiment qui s'est installé en moi par la suite n'était pas de l'amertume. C'était quelque chose de plus proche de la libération. La vérité, même des années plus tard, comptait toujours, même si elle arrivait bien après que le mal m'ait déjà été fait. Théodora l'aurait quitté peu de temps après l'arrivée des résultats, ne voulant pas passer sa vie à être blâmée pour quelque chose qui n'a jamais été vrai, ne voulant pas se réduire comme je l'avais fait autrefois. Constance, d'après ce que j'ai entendu par de vieux amis de la famille, était devenue très silencieuse sur le sujet des petits-enfants, n'offrant plus de commentaires pointus lors des dîners de fête, ne souriant plus comme elle le faisait autrefois quand elle croyait détenir toutes les réponses.
Je n'ai pas célébré son malheur. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà construit une vie qui n'exigeait plus sa validation ou la sienne pour me sentir entière. Griffin et moi nous sommes mariés 18 mois après notre premier dîner ensemble lors d'une petite cérémonie, entourés des personnes qui avaient réellement été là pour moi pendant les années les plus difficiles de ma vie. Nous avons choisi un lieu tranquille au bord de l'eau au lieu de n'importe où près du jardin où mon premier mariage avait eu lieu. Une décision délibérée, une façon de repartir à zéro sur un terrain qui n'appartenait qu'à nous. Deline s'est tenue à mes côtés tout le temps, de la même manière qu'elle s'était tenue à mes côtés à travers chaque nuit terrible des années auparavant, affichant un sourire qui n'a jamais faibli. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Mon père m'a conduite à l'autel et a murmuré qu'il était fier de la femme que j'étais devenue, non pas malgré tout, mais à cause de la façon dont je m'étais comporté à travers tout cela. Il n'y avait aucune version des gestes froids de Constance ou du silence déçu d'Asher dans cette pièce, juste des gens qui avaient choisi encore et encore d'être là pour moi et un homme à mes côtés qui ne m'avait jamais fait sentir que ma valeur dépendait d'autre chose que de qui j'étais déjà. Un an après notre mariage, un mardi matin tranquille, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens d'être assise sur le bord du comptoir de la salle de bain, fixant le petit bâton en plastique dans mes mains, sentant chaque année de doute et d'auto-blâme se dissoudre en quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'incrédulité. J'ai appelé Griffin, ma voix tremblante. Et quand il a vu mon visage, il s'est simplement assis à côté de moi sur le sol de la salle de bain et m'a serré dans ses bras, tous les deux riant et pleurant en même temps, incapables de croire pleinement ce que nous regardions. Notre fille, Reine, est née le printemps suivant par un matin lumineux et ordinaire qui a semblé être le jour le plus extraordinaire de ma vie. Je me souviens de l'avoir tenue pour la première fois et de penser à chaque rendez-vous, chaque raillerie, chaque commentaire cruel sur ce dont j'étais ou n'étais pas capable, et de réaliser à quel point tout cela semblait loin maintenant, comme si cela appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Un chapitre si complètement clos qu'il semblait à peine être le mien. Griffin et moi avons construit une maison remplie du genre de bruit dont j'avais autrefois rêvé dans mon premier mariage. Sauf que maintenant c'était réel, et c'était à moi, construit sur la vérité au lieu du blâme. De petites chaussures sont finalement apparues près de notre porte d'entrée, tout comme je l'avais imaginé, bien qu'elles appartiennent maintenant à une fille que j'avais craint de ne jamais avoir. Et le son de son rire remplissant nos couloirs est devenu la bande sonore que j'avais attendue des années pour entendre. Mon studio a continué de croître, stable et fort, une entreprise construite entièrement à partir de zéro pendant les années les plus difficiles de ma vie. Deline est devenue la tante préférée de Reine dès son premier mois de vie, se présentant avec la même loyauté constante et féroce qu'elle m'avait toujours donnée, enseignant à sa nièce traite auquel avait le droit d'être aussi bruyante, aussi audacieuse et aussi peu repentante qu'elle le voulait. Je pense parfois aux mots de Constance, ce qu'elle a dit avec tant de confiance dans cette embrasure de porte il y a des années. Qu'une femme qui ne peut pas porter d'enfant ne mérite pas sa maison. Je pense à quel point elle semblait certaine, à quel point c'était définitif, comme si elle croyait avoir le dernier mot sur ma vie. Et je pense à la maison que j'ai construite à la place, de mes propres mains, avec mon propre nom, et finalement avec ma propre fille. Rien de tout cela n'était dû à quiconque avait autrefois essayé de me convaincre que j'étais la raison pour laquelle quelque chose était brisé. Je ne savais pas si Asher avait jamais appris toute la vérité sur ce que ces années m'avaient coûté, ou s'il était simplement passé à blâmer quelqu'un d'autre. J'ai cessé d'avoir besoin de savoir. Ma vie a cessé d'être une histoire sur ce qu'il m'a pris et est devenue une histoire sur tout ce que j'ai construit une fois que j'ai finalement arrêté d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour être entière. Parfois, tard le soir, quand la maison est calme et que Reine est enfin endormie, je me surprends à repenser à cette version de moi assise dans la voiture dans l'allée d'Asher, tremblante, certaine que tout son avenir venait de s'effondrer en une seule conversation dans une embrasure de porte. J'aimerais pouvoir remonter le temps et lui dire ce que je sais maintenant. Que la maison qu'elle quittait n'a jamais été celle qui lui était destinée. Que la famille qui fermait cette porte derrière elle passerait des années à apprendre la leçon même qu'ils avaient utilisée pour la blesser. Je pense à la version de moi-même qui a subi rendez-vous après rendez-vous, absorbant un blâme qui n'était jamais légitimement le sien, qui a souri à travers des dîners de fête conçus pour la faire se sentir petite. Qui a fait 2 sacs la veille même où elle s'est avouée que le mariage se terminait. J'aimerais pouvoir lui dire que la patience n'est pas la même chose que de rester quelque part où vous n'êtes pas valorisé, et que parfois, partir avec rien est la chose même qui fait enfin de la place pour tout. Je partage cela maintenant, non pas pour offrir de la sympathie, mais parce que je sais qu'il y a des femmes en ce moment même assises dans des salles d'attente similaires, absorbant un blâme similaire, se demandant si le problème vient vraiment d'elles. Je veux qu'elles sachent que parfois la vérité met des années à faire surface, et parfois elle ne le fait jamais.
Mais de toute façon, votre valeur n'a jamais été quelque chose que quelqu'un d'autre avait l'autorité de déterminer. Si vous aviez été à ma place cette nuit-là, les valises faites, les portes se fermant derrière vous, auriez-vous cru que 4 ans plus tard, la vie que vous pensiez terminer était en fait sur le point de commencer?